Bonjour et bienvenue dans De cœur à cœur, le podcast où l'on parle à cœur ouvert de manière authentique. Je m'appelle Kelly et je vous partage ici mes réflexions pour apporter une nouvelle vision et donner l'impulsion qui, je l'espère, vous aidera à améliorer certains aspects de votre vie. Cet épisode est un épisode un peu particulier dans lequel je vais vous parler d'instruction en famille. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce vraiment une bonne chose de faire l'école à la maison avec ses enfants? Quelle est cette loi en France qui nous impose de demander l'autorisation d'instruire nos enfants? Comment cela se passe au Canada? On va aborder ensemble de très nombreux aspects de l'école à la maison et je vous partagerai aussi pourquoi nous avons fait ce choix depuis le début pour nos enfants. Et je vous préviens de suite, ce podcast va être plus long que les précédents. J'ai beaucoup à dire sur le sujet. Je crois que la question que j'ai le plus souvent entendue lorsque j'annonce que nous faisons l'école à la maison, c'est: mais comment ça se passe pour la socialisation? Est-ce qu'ils voient d'autres enfants? Et je crois que je vais commencer par là, justement. J'ai l'impression que les personnes qui ne connaissent pas l'instruction en famille transposent leur vision de l'école à l'idée qu'ils se font de l'école à la maison. Ils s'imaginent, et je ne leur en veux aucunement pour cela, car c'est difficile d'envisager d'autres possibilités quand on ne connaît pas d'autres fonctionnements, mais nombreux s'imaginent qu'un enfant en école à la maison va apprendre exactement de la même manière qu'un enfant à l'école. Et donc, comment fait-il dans ces cas-là pour voir d'autres enfants? S'il passe la journée entière, de 8h30 9h à 17h pour la France ou 15h pour le Canada, enfermé à la maison à apprendre. Avant de t'en dire plus sur le sujet, je t'invite dès à présent à t'abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes de De cœur à cœur. Et si le contenu te touche, n'hésite pas à mettre 5 étoiles pour m'encourager et surtout, viens me parler du choix que tu as fait pour l'instruction de tes enfants en commentaire. Alors en effet, si on imagine qu'un enfant en école à la maison suit le rythme scolaire classique pour ses apprentissages, je comprends tout à fait qu'on puisse s'imaginer qu'il ne voit personne d'autre que ses parents. La réalité est tout autre. En école à la maison, les apprentissages se font généralement autrement qu'à l'école. Certaines familles mettent en place ce qu'on appelle des apprentissages formels, c'est-à-dire des apprentissages plutôt sur cahier, qui suivent un programme spécifique et qui est scolaire, on va dire. Mais même ainsi, cela reste différent de l'école car lorsqu'on est un adulte disponible pour un ou quelques enfants, 3, 4 ou 5 tout au plus, le temps que l'on donne individuellement à chaque enfant n'est clairement pas le même que lorsqu'on est un seul enseignant pour 20 enfants minimum. Et quand je dis minimum, je suis gentille, en France, de manière générale, nous sommes plutôt autour de 30 élèves par classe. Et 30 élèves avec certains parmi eux qui ont des besoins spécifiques, TDAH, HPI, etc. Combien d'enseignants sont au bord du burn-out dans ces conditions-là? Donc, de manière générale, quand on enseigne à la maison, le temps de travail est bien plus court parce qu'on est disponible pour son enfant à titre individuel. On avance bien plus rapidement dans les apprentissages. On peut prendre plus de temps pour accompagner l'enfant sur ses points faibles. On peut utiliser de nombreuses pédagogies différentes. Nous, par exemple, on a beaucoup utilisé la pédagogie Montessori, mais on a également beaucoup utilisé le jeu libre et le fait d'aller dans la nature, de jouer dehors. Et ça, c'est une source énorme d'apprentissage. Et la vie quotidienne, la vie que ce soit à l'extérieur ou dans les maisons, est une énorme source qui nous permet d'explorer de nombreuses choses sans avoir forcément besoin d'avoir des manuels, etc. Quand on cuisine, on peut faire des mathématiques en même temps, on peut faire de l'écriture et de la lecture en même temps avec les recettes de cuisine. Il y a plein de possibilités. On peut aussi travailler la géographie parce qu'on peut regarder de quel pays vient cette recette et où se situe ce pays exactement sur une carte. Oh tiens, est-ce qu'il fait partie de l'Europe? Est-ce qu'il fait partie de l'Amérique du Nord? Est-ce qu'il fait partie de l'Afrique? Etc. Les possibilités d'exploration sont énormes. On peut prendre plus de temps pour accompagner l'enfant sur ses points faibles. Et quand un enfant a un intérêt particulier pour un domaine, on peut lui offrir la possibilité de l'explorer à fond, mettre tous les éléments nécessaires dans son environnement pour l'aider à déployer son plein potentiel. Et on peut même profiter de cet intérêt pour voir comment aborder certaines matières scolaires en passant par ce qui le passionne. Et comme les temps d'apprentissage se font généralement
bien plus rapidement, eh bien, il y a aussi plus de temps pour jouer avec les copains, aller au parc, faire des activités ensemble, aller au musée, aller dans toutes sortes d'endroits, à la plage, en ville, en forêt, en montagne, quand on a la possibilité de voyager. Mais même si on n'a pas la possibilité de voyager, dans la zone dans laquelle on habite, il y a un tas de choses possibles à faire, un tas de choses à découvrir. Et je me souviens, quand j'étais en France, de journées entières pendant lesquelles les enfants jouer avec leurs copains dans des parcs naturels et je peux vous assurer que ces moments étaient extrêmement enrichissants pour eux. Et d'ailleurs, c'était fantastique de voir la cohésion qui se développait entre eux, de voir des enfants de tout âge. Quand je dis de tout âge, il y avait parfois des enfants de 2, 3 ans, de 5, 6 ans, de 7, 8, 9, 12 ans, ensemble, des enfants de tranches d'âge complètement différentes et chacun coopérait ensemble et chacun jouer ensemble, se respecter et il y avait une dynamique qui était là, qui était juste incroyable et magnifique à observer. Et ce sont des choses, à part dans les, on va dire, classes multiniveaux, qu'on ne voit pas dans les écoles communément. Parce que ce n'est pas le même esprit. Dans les écoles, très rapidement, il y a un esprit de compétition qui est mis en avant et les classes sont séparées par tranche d'âge et les enfants sont dirigés dans leurs apprentissages. Ils ont très peu d'espace disponible pour le jeu libre et donc on ne laisse pas exprimer toutes ces parts d'eux qui feraient que tous ensemble, ils pourraient déjà faire dès tout petits des choses fantastiques, extraordinaires qu'on n'imagine même pas. On n'imagine pas la créativité et l'ingéniosité dont peuvent faire preuve les enfants. Et pour l'avoir vu, c'est juste fantastique. Et tout ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas le déployer de la même manière dans une école. Sauf certaines écoles particulières qui laissent le place à des jeux libres, qui mélangent plus les classes entre elles, qui sont moins scolaires, mais sinon, on ne le retrouve pas. Et c'est ça la richesse de l'instruction en famille, c'est qu'il y a autant de familles que de possibilités d'instruire et chaque famille va le faire différemment, mais chaque famille va apporter une richesse que l'école ne peut pas apporter. De la même manière, très certainement que l'école apporte des choses qu'il est plus difficile d'apporter en instruction en famille et là, quand je parle de ça, finalement, aucun choix n'est parfait. Mais le mieux, c'est de faire le choix qui est le plus aligné avec soi-même et avec ce qu'on souhaite pour notre famille, avec ce que nos enfants souhaitent aussi, parce que arrivé à un certain âge, ils sont aussi en capacité de faire leurs propres choix, de prendre leurs propres décisions. J'ai l'impression que certains enseignants prennent personnellement le fait que certaines familles choisissent l'IEF. Donc quand je dis l'IEF, en fait, c'est l'instruction en famille. C'est juste l'abréviation pour ceux qui ne sont pas habitués à cette expression. Donc j'ai l'impression que quelque part, c'est comme si on remettait en question leur enseignement. Alors que ce n'est pas cela. Après tout, ce n'est qu'une manière d'enseigner. Et il n'en existe pas qu'une seule. Il y a un tas d'autres possibilités et c'est cela qui est incroyable. Pourquoi penser qu'un choix différent dénigre automatiquement les autres façons de faire existantes? Nous ne sommes pas obligés de nous mettre en opposition. Et je trouve aussi toujours drôle que quand je parle de l'école à la maison, on me demande pourquoi nous le faisons. Et après tout, pourquoi pas? De manière générale, on ne questionne pas vraiment les parents sur leur choix de mettre leurs enfants en école. Mais en France, c'est devenu compliqué de faire l'instruction en famille. C'est un combat, j'ai envie de dire. Là où, avant, les parents déclaraient chaque année l'instruction de leurs enfants, et là où l'instruction était obligatoire à partir de 6 ans, les droits se sont durcis, amenuisés au fil des années, pour être finalement réduits à peau de chagrin. Cela a commencé en 2019, quand l'instruction a été obligatoire pour les enfants dès l'âge de 3 ans, alors que nombreux sont les pays à laisser les enfants libres de grandir sans pression jusqu'à 6 ou 7 ans. Et le 2 octobre 2020, le président de la France a fait une annonce choc. Il a annoncé vouloir inscrire dans la loi l'interdiction de l'instruction en famille. C'était, selon ses propres mots, une décision radicale dans laquelle il voulait restreindre drastiquement cette liberté fondamentale au seul impératif de santé, c'est-à-dire aux enfants qui ne peuvent pas du tout aller à l'école en raison d'un lourd handicap.
Alors bien sûr, pour la plupart des familles en France, cela n'avait pas vraiment d'importance. Ils n'étaient pas concernés par la question et la plupart ne savaient même pas qu'il était possible d'instruire ses enfants autrement. Mais pour des milliers de familles, c'était comme une bombe qui venait d'être lâchée. Toute leur vie qui allait ou pouvait être chamboulée. Et pour quelle raison? Pour lutter contre le séparatisme, ou dit plus clairement la radicalisation de pratiques islamiques. Or, cela ne s'appuie sur aucune donnée, aucun fait. Dans les rapports qui ont été établis par le ministère de l'Éducation sur l'instruction en famille pour les années 2016, 2017 et 2018-2019, donc avant cette annonce, on ne trouve aucune ligne sur un risque sectaire ni phénomène de radicalisation. Lors de la commission d'enquête du Sénat de juillet 2020 sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, eh bien, il a été constaté qu'il n'y avait aucun lien entre l'école à la maison et la radicalisation. Et on peut même aller encore plus loin. Aucun terroriste qui a frappé en France n'avait subi l'instruction en famille. Donc, pourquoi vouloir interdire l'IUF en France? On se le demande. Sachant qu'à l'époque, oui, je sais, je parle comme si c'était il y a très longtemps, mais c'est tout récent. Eh bien, à l'époque, une fois que l'instruction en famille a été déclarée, les familles avaient tous les 2 ans un rendez-vous avec la mairie pour expliquer en gros pourquoi l'enfant est en IEF et dans quelles conditions il est au quotidien. Et chaque année, il y avait en plus de cela un contrôle pédagogique avec l'inspecteur ou l'inspectrice académique et un ou plusieurs conseillers pédagogiques. Donc le contrôle pédagogique, il était là et il est toujours là à l'heure actuelle d'ailleurs pour s'assurer que l'enfant est réellement instruit en famille, que tout est mis en place pour qu'il évolue dans ses apprentissages et qu'il atteigne les attendus du socle commun à ses 16 ans. Et à partir du moment où tout est bon, le contrôle est positif et la famille peut continuer l'instruction en famille d'année en année. À présent, depuis la nouvelle loi qui est entrée en vigueur, cela n'est plus estimé suffisant et il faut demander l'autorisation d'enseigner à ses enfants. Et donc pour cela, il y a de nombreuses cases à cocher. Donc tout d'abord, il faut savoir pour quel motif tu souhaites faire l'instruction en famille avec ton ou tes enfants. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être l'état de santé de ton enfant, s'il est en situation de handicap, s'il pratique des activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France, l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ou l'intégrité physique ou morale de l'enfant menacé dans son établissement scolaire. Et ce dernier motif, je ne suis pas certaine qu'il existait au début et c'est une bonne chose qu'il ait été rajouté pour tous les enfants qui souffrent de harcèlement ou de phobie scolaire. En ce qui concerne les autres motifs, pour la santé par exemple, eh bien ce n'est pas toujours si aisé d'obtenir le Saint Graal. Et en ce qui concerne la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives de l'enfant, c'est un motif qui ne peut pas être adapté à de jeunes enfants de 3 ans par exemple, donc ça exclut automatiquement une partie de la population. L'itinérance de la famille en France a déjà été vue refuser de très nombreuses fois, c'est-à-dire que l'Académie refusait que la famille mène ses projets de vie et imposait l'école à la famille. La perte des droits en termes de liberté commence à aller loin. Vous me direz, demander l'autorisation à des inconnus pour s'occuper de son propre enfant, alors que tout était mis en place pour vérifier que l'instruction était assurée, c'est déjà aller assez loin dans la perte de liberté. Je me souviens de la première et unique fois où j'ai demandé l'autorisation de m'occuper de ma dernière fille qui allait avoir 2 ans et demi à la rentrée scolaire à l'époque. Son anniversaire n'est qu'en décembre. Demander l'autorisation de m'occuper de mon bébé, parce qu'à cet âge-là, ce n'est certes pas un nourrisson, mais on est quand même sur de très jeunes enfants, alors que je m'en étais occupée jusqu'à présent depuis sa naissance et surtout que j'assurais l'instruction de mes 2 aînés depuis des années sans aucun souci, contrôle académique positif à l'appui, eh bien je peux vous dire que demander l'autorisation m'a littéralement rendue malade, au sens propre du terme. À ce moment-là, je me suis dit: «Plus jamais». Je me demandais d'ailleurs ce que je pourrais bien faire si ce droit m'était refusé et qu'il m'imposait de scolariser ma fille à 2 ans et demi, alors que ses frères et sœurs pourraient, eux, continuer l'IEF.
Oui, parce que ceux qui le faisaient déjà au préalable étaient considérés de plein droit et avaient 2 ans de sursis. Donc potentiellement, je faisais l'école à la maison aux deux plus grands et j'emmenais chaque jour mon bébé à l'école sur des journées complètes sans pouvoir lui justifier pourquoi elle doit faire cela alors que ses frères et sœurs peuvent rester avec moi toute la journée. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et même si je ne savais pas comment je ferais dans une telle situation, une chose était certaine, on ne m'imposerait pas de mettre ma plus jeune fille à l'école, c'était juste inenvisageable pour moi. Alors justement, en prenant l'exemple courant du motif correspondant à la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, ça a fait l'objet de très nombreuses discussions pendant la mise en place de la loi, et ce qui devait être privilégié d'après le gouvernement, c'était l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment prouver que notre demande est donc dans l'intérêt supérieur de l'enfant? En réalité, ce que je constate, c'est que de nombreux dossiers sont refusés parce que, je cite, l'école peut répondre de la même manière aux besoins de l'enfant. Et c'est là qu'on se rend compte que les décisions ne sont pas prises de manière juste, que c'est très arbitraire, et c'est-à-dire que la décision finale revient à quelqu'un qui ne connaît pas personnellement la famille, ne voit pas comment l'IEF est appliqué au quotidien et qui prend une décision par rapport à ses propres critères et à ce qu'elle-même estime être le meilleur, d'après ses propres standards, son opinion, ses convictions personnelles. Et à votre avis, quel sera le meilleur choix aux yeux d'un inspecteur académique? L'école ou l'instruction en famille? Sachant que le président a annoncé fermement sa volonté d'interdire l'instruction en famille. Quelles sont les directives que peuvent recevoir les académies? Et donc, on se retrouve à se justifier sur ce qu'on estime être le meilleur pour nos enfants, à chercher des justifications qui prouveraient que c'est dans leur intérêt supérieur, mais qui, en fonction de la personne qui reçoit le dossier, sont jugées suffisantes ou non. Et qui, plus le temps passe, plus, très souvent, ne sont pas assez suffisantes, malheureusement, pour la personne qui juge de la légitimité de la demande. En plus de cela, il faut cocher des cases, comme je vous le disais, et pour ce motif de situation propre à l'enfant, il faut son justificatif d'identité, un justificatif d'identité de l'enfant, et j'entends par là une carte d'identité ou un passeport, alors que la loi n'oblige pas un enfant à avoir une carte d'identité. Je me souviens que nous avions dû trouver un créneau horaire à temps pour la demande, et Dieu sait que les rendez-vous disponibles sont très souvent des mois plus tard, sans compter qu'il y a des délais pour la création de la carte en elle-même. Il faut ensuite un justificatif d'identité de là ou des personnes chargées de l'instruction en famille, un justificatif de domicile, tout document utile justifiant de la disponibilité de là ou des personnes chargées d'instruire l'enfant, la copie du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Oui, vous avez bien compris, si votre enfant a 3 ans et que vous souhaitez commencer l'instruction en famille, il vous faut le bac. C'est bien connu, sans bac, on ne peut aucunement accompagner son enfant dans ses apprentissages. Le niveau d'enseignement pour apprendre à l'enfant le nom des couleurs, le dénombrement jusqu'à 10, et le graphisme, le coloriage, c'est déjà bien trop ardu, voyons. Et il faut également une déclaration sur l'honneur de là ou des personnes chargées d'instruire l'enfant, d'assurer cette instruction majoritairement en langue française et bien sûr, il faut rédiger une présentation écrite du projet éducatif. Donc en gros, je cite pour que vous connaissiez les éléments essentiels à inscrire dans ce projet éducatif. Cette présentation doit comporter les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Vous devez donc y inscrire la démarche, les méthodes pédagogiques mises en œuvre. Vous devez aussi y indiquer les ressources, les supports éducatifs utilisés. L'organisation du temps de l'enfant, rythme et durée des activités doit également être précisée et si un organisme d'enseignement à distance participe aux apprentissages de l'enfant, eh bien vous devez aussi décrire le contenu de sa contribution. D'ailleurs, quand je relis cette histoire de ressources et supports éducatifs utilisés, ça me fait doucement rire parce que quand on fait l'école à la maison, on n'a aucune aide. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont à l'école, et qui ont accès, à l'enseignement par des enseignants, ont le droit à l'allocation de rentrée scolaire. Les enfants qui sont instruits
en instruction en famille n'ont pas le droit à cela et leurs parents, qui sont souvent dans une configuration dans laquelle un des 2 ne travaille pas pour s'occuper justement de l'enseignement des enfants et qui donc n'ont qu'un seul salaire, eux n'ont pas d'allocation de rentrée scolaire et doivent se débrouiller pour trouver les ressources et les supports, pédagogiques à utiliser avec leurs enfants. Donc, quand on fait ce choix d'instruction en famille, on le fait en connaissance de cause. On le fait parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que c'est un véritable investissement personnel et financier. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Notre enfant, on l'a avec nous 24 heures sur 24. Pendant ce temps-là, il est difficile de gagner un salaire. Pendant ce temps-là, on choisit de se consacrer pleinement à ses apprentissages, à son évolution. Et pendant ce temps-là, on fait économiser beaucoup d'argent à l'État parce que chaque année, des milliers d'euros sont dépensés pour chacun des enfants qui va dans le système scolaire, qui va en école. Alors que pour les enfants qui sont instruits en famille, rien n'est dépensé, si ce n'est par les familles elles-mêmes. Donc finalement, les familles en instruction en famille font faire des économies à l'État, permettent également d'alléger les salles de classe, mais il n'y a aucun soutien, que ce soit financier ou que ce soit à présent au niveau légal, pour encourager l'instruction en famille parce que ce n'est pas ce qui est désiré. Enfin bref, ceci est une parenthèse. Donc, il y a ce projet éducatif à rédiger si on veut demander l'instruction en famille avec ce motif 4 de la situation propre à l'enfant. Et de notre côté, à l'époque, j'avais rédigé un projet de 16 pages pour ma fille d'à peine 2 ans. 16 pages pour répondre à leurs demandes. Et je me souviens du temps que ça m'a pris, de toute l'énergie perdue, du stress causé par cette demande et l'attente de la réponse qui pouvait changer de manière importante notre vie de famille. Je me souviens que cela m'a aussi, comme je vous le disais précédemment, rendue littéralement malade. Et je me souviens d'autres familles qui se sont énormément mis de pression. Certaines rédigeaient 50, 100 pages, voire bien plus encore, pour demander l'autorisation. Pire qu'un mémoire, pour s'occuper d'un enfant de 3 ans. Et même si l'enfant est plus âgé, cela fonctionnait très bien jusqu'à présent. Il y avait un contrôle chaque année, la possibilité d'un deuxième si nécessaire en cas de contrôle négatif. Et si celui-ci était encore négatif, eh bien l'enfant avait un délai de 15 jours au bout duquel il était obligé d'aller à l'école. Donc les contrôles étaient déjà bien largement suffisants. On demande aux parents de se justifier sur comment ils mettront en place l'instruction en famille et seront disponibles à 100% pour leurs enfants en leur faisant perdre un temps et une énergie folle dans un projet éducatif chaque année, en plus des contrôles et dossiers envoyés avant les contrôles. Concrètement, c'est du temps gâché, volé sur le temps de l'instruction, du temps pendant lequel les familles ne sont pas 100% disponibles pour leurs enfants, ironiquement. Du temps qui vole aussi la tranquillité des familles. De nombreux parents sont stressés, inquiets, et ça peut impacter la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Et ce processus n'est à mon sens clairement pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors même que c'était censé être le but initial de la démarche. Soi-disant, il avait été dit que les familles qui faisaient leur travail correctement ne devaient pas être inquiétées et pourraient continuer sans souci l'école à la maison. Dans les faits, de nombreuses familles n'ont pas pu continuer ou commencer comme elles le souhaitaient, se sont retrouvées contraintes à scolariser leur enfant alors que ça allait à l'encontre de leur choix de vie. Chaque jour ou presque, je reçois de nombreux messages de familles qui souhaitent faire l'instruction en famille et qui sont complètement perdues, qui subissent une pression énorme avec ces demandes d'autorisation et avec aussi le fait qu'ils voient de manière concrète les familles qui rencontrent des soucis lors des contrôles pédagogiques ou qui se voient refuser l'autorisation d'instruire en famille. C'est affolant le nombre de familles qui subissent cela, qui voient leur vie impactée, qui subissent beaucoup de stress à cause des mesures qui ont été mises en place ces dernières années. Des mesures qui peuvent changer littéralement la vie des familles et pas les changer de la bonne manière, alors que c'est censé être le but premier.
Et alors, quelle excellente idée, ces enfants de plein droit qui peuvent continuer l'IEF les 2 premières années après la mise en place de la loi, du moment que les contrôles sont positifs. Ainsi, il y a un premier tri qui est fait pendant 2 ans, où seules quelques personnes peuvent débuter l'IEF et où de nombreuses familles ne sont pas autorisées à le faire. Et puis ensuite vient le tour de ces ayants droit qui, un jour ou l'autre, devront bien intégrer la société et aller en école. Après tout, c'est la norme et c'est pour leur bien. Et vu qu'un premier tri a déjà été fait, cela devient beaucoup plus simple de s'occuper des derniers restants. Alors même que les écoles sont saturées, les classes sont surchargées, que nombreux sont les enseignants au bout du rouleau et qui continuent malgré tout à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se battre contre des moulins à vent dans un système qui clairement impose que tous les enfants soient à l'école, mais ne met pas les moyens nécessaires dans l'éducation. Ah, si, excusez-moi. Ils vont mettre en place les uniformes obligatoires pour tous. J'avais oublié cette décision exceptionnelle qui va clairement supprimer tout problème d'harcèlement dans les milieux scolaires et améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement. Vous saisirez bien sûr l'ironie de mes propos. J'ai beaucoup parlé avec des enseignants d'écoles publiques et j'ai été désolée d'y constater la souffrance qui y régnait, les situations aberrantes que l'on peut y rencontrer. Je pense par exemple à une enseignante qui nous avait partagé ses conditions de travail lors d'une formation en pédagogie Montessori. Formation qu'elle avait payée de sa poche, soit dit en passant, avec ses propres revenus, parce qu'il n'est pas rare que les enseignants fassent des investissements en formation ou matériel de leur poche pour leur classe, parce que les moyens ne sont pas mis au-dessus d'eux pour répondre aux besoins de leurs élèves. Et rien que là, on voit qu'il y a des anomalies dans le système éducatif. Enfin bref, revenons au sujet. Elle nous expliquait être arrivée dans sa salle de classe, dans une école publique qu'elle venait d'intégrer. La salle était vide. Vide. Il n'y avait pas un seul bureau de présent pour ses élèves. Elle a dû se débrouiller pour leur en trouver, aller dans chaque classe et trouver des bureaux de trop auprès de chaque enseignant de l'école. Et bien sûr, les transporter elle-même dans sa salle de classe, certainement aidée par ses collègues. Et quand je l'ai raconté à d'autres enseignants, nombreux sont ceux qui m'ont dit: «Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé». Dans le cas de cette enseignante, ses élèves se sont retrouvés avec des bureaux de diverses tailles, certains adaptés à des CP, d'autres à des CE2 et d'autres à des CM2. Autant dire qu'entre un CP et un CM2, il y a un monde en termes de différence de taille et que ce n'est pas du tout adapté. Honnêtement, quand j'ai entendu cela et d'autres récits, j'ai halluciné. Et après, on ose fliquer, traquer les familles en instruction en famille. Mais si au moins les écoles étaient un modèle, allez, pas irréprochable, mais ne serait-ce que sain pour les enfants. Certaines le sont certainement, mais ce n'est clairement pas la majorité en France. Et pourtant, je vois bien que c'est possible. Une fois arrivée au Canada, en Ontario, ma fille aînée a demandé à aller à l'école ici. Elle a 8 ans et elle est en troisième année. Donc c'est l'équivalent du CE2 en France. Avant cela, elle a toujours été en instruction en famille. Waouh, quelle différence! C'est incroyable. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait à 100%, mais pour moi, rien ne l'est. Pas même l'instruction en famille, même si c'est très approprié. Le propre de l'être humain, c'est de faire des erreurs et de chercher à s'améliorer sans cesse. Donc tout est toujours améliorable. Cette décision de partir de France n'a pas été prise pour l'instruction en famille. Et d'ailleurs, je pourrais vous parler de toute cette histoire qui a été complètement folle et qui a fait qu'on est parti de France pour venir au Canada. C'est une histoire qui, à mes yeux, est très importante et très intéressante à partager parce qu'elle montre que tout est possible. Elle montre que tout est possible dans la vie et que le plus important, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et je vous partagerai ça dans des prochains podcasts, c'est certain, parce que je pense que c'est essentiel comme partage. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet, mais alors je suis très contente de découvrir le système scolaire ici. L'école que nous connaissons particulièrement est une école publique francophone dans un environnement anglophone et je la trouve excellente. Et surtout, je vois bien que le personnel scolaire fait de son mieux pour que chaque enfant se sente bien. Alors attention, c'est aussi souvent le cas en France, sauf que le système peut vraiment être amélioré. Ici, de ce que je vois, avec cette école publique, tout est mis en place pour les enfants et les équipes pédagogiques. Les moyens sont là, les parents sont très impliqués et font des dons à l'école pour pouvoir aider à son bon fonctionnement
et à l'amélioration de ce qui est disponible pour les enfants. Les équipes sont accompagnées, formées régulièrement pour enseigner de la meilleure façon possible. Chaque matin, un membre du personnel est devant l'école et salue par son prénom chaque enfant qui descend du bus, alors qu'ils sont plusieurs centaines. J'avais été épatée de voir que la personne se souvenait du prénom de chaque élève, sans exception, et que chacun était accueilli personnellement. De nombreuses mesures sont mises en place pour favoriser le bien-être des enfants et pour prévenir le harcèlement, pour l'éviter. Et de vraies mesures sont prises à ce sujet et cela change tout. C'est incroyable de voir la cohésion et le respect qu'il y a entre les élèves et les attentions qu'ils se portent. Et de manière plus large, cela se ressent dans la société. On voit que l'éducation des Canadiens, du moins là où je vis, est tout autre. Et je suis toujours émerveillée par la gentillesse et la bienveillance que l'on voit chaque jour autour de nous, dans le quotidien, dans les transports en commun, au magasin, partout où l'on va. Je vois ici des comportements chaque jour que je n'ai jamais vus en France ou alors très peu. Une tolérance, une ouverture d'esprit et une volonté, une envie de prendre soin de l'autre et de se mettre en lien que je n'ai jamais vu ainsi en France. Et je ne dis pas ça pour dénigrer mon pays d'origine. J'aime ce pays. Mais c'est un fait. Et une amie de France est actuellement chez nous pour un mois et elle le constate également et me dit que le retour risque d'être un peu difficile, tellement il fait bon d'être dans un tel environnement. Je suis convaincue que tout part de l'éducation et il y a certainement d'autres facteurs qui rentrent en compte. La France et le Canada ont des histoires différentes. Cela dit, l'éducation et la façon dont on prend soin des enfants a forcément un rôle et cela impacte obligatoirement les adultes que deviennent ces enfants. Alors mon but ici n'est pas de décourager. Je pense qu'il y a toujours des solutions et c'est aussi pour cela que je vous partage mon expérience au Canada, pour montrer que c'est possible. Il est possible d'avoir un système plus bienveillant pour les enfants et pour les citoyens. Et il y a aussi d'autres alternatives qui existent lorsqu'on veut faire l'instruction en famille. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'instruction en famille ici au Canada. À ce que je sache, c'est autorisé dans toutes les provinces du Canada. Et en ce qui concerne l'Ontario, une simple déclaration suffit. Il n'y a pas de contrôle pour vérifier que tu assures bien l'instruction de tes enfants. Et je trouve que c'est libérateur parce que dans les faits, j'ai rencontré énormément de familles en instruction en famille ici et en France, mais je vais parler d'ici maintenant, des familles qui font l'école à la maison, qui sont anglophones ou francophones, parce qu'on est dans une province où il y a les deux langues, et toutes les familles que j'ai rencontrées sont très investies dans les apprentissages de leurs enfants et mettent en place ce qu'il y a de mieux pour les accompagner. Il n'y a pas besoin de contrôle, parce que quand tu fais le choix de l'instruction en famille, encore une fois, tu fais le choix d'être auprès de tes enfants au quotidien et de t'investir pour eux, dans tous les sens du terme. Tu fais le choix de les accompagner. Et à partir du moment où tu fais un tel choix, de manière logique, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait avec la meilleure intention possible, que cela ne soit pas bien fait. Et je peux vous dire que de ne pas avoir des contrôles, de ne pas subir tout ce flicage que j'ai subi ces dernières années en France, c'est un vrai soulagement, vraiment. Je suis très heureuse d'avoir pris cette décision de changer de pays. Je ne l'ai pas pris à la base pour l'instruction en famille, pas du tout. Mais une des conséquences qu'il y a à ce choix a été celle-ci, celle d'être plus libre dans nos choix d'instruction avec nos enfants. Ma fille aînée a voulu aller à l'école, c'est OK. Elle est assez grande pour décider de ce qu'elle veut. Mes 2 autres veulent continuer l'école à la maison, sachant que l'école ici est obligatoire, enfin l'école, l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Donc ma dernière n'a pas encore 6 ans. Par contre, mon deuxième a 6 ans et lui n'a pas voulu essayer l'école. Lui se sent très bien en école à la maison et veut continuer ainsi. Et d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce qu'on estime être le mieux pour nos enfants, de pouvoir suivre aussi leurs désirs et façons d'apprendre, eh bien, c'est juste extrêmement appréciable. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en France, il existe aussi d'autres alternatives quand on veut faire l'instruction en famille. Donc il y a cette première possibilité de demander l'autorisation
Et d'ailleurs, si vous voulez faire une demande d'autorisation, sachez que pour un motif 4, celui de la situation propre à l'enfant, j'offre le projet éducatif que j'avais rédigé à l'époque et qui avait été accepté pour ma plus jeune fille. Donc, je ne l'offre pas pour que vous fassiez un copier-coller, mais plutôt pour que vous ayez un modèle et une trame de ce qu'il est possible de faire pour demander l'autorisation et permettre ceux qui se trouvent devant une feuille blanche et qui n'arrivent pas à remplir, eh bien, d'avoir une base sur laquelle compter pour se lancer dans la rédaction de son propre projet. Et vous trouverez le lien qui vous permettra de le recevoir par mail dans le descriptif. Il y a aussi d'autres possibilités, peut-être que je ne les connais pas toutes, mais je vais notamment en parler de deux. Une des autres possibilités qu'il y a, c'est de quitter le pays, de choisir un autre pays où vivre, ou encore de partir en itinérance à travers l'Europe ou à travers d'autres continents dans le monde. Ça, je sais bien que c'est pas une décision que n'importe quelle famille prendra. Ça ne correspond pas à tout le monde et c'est OK. Mais c'est quand même une possibilité à connaître et à prendre en compte, à prendre en considération. Si l'idée de demander l'autorisation à une tierce personne pour vous occuper de vos enfants vous est insupportable. Et puis, il y a aussi le mouvement d'enfance libre. Et je pense honnêtement que si nous étions restés en France, c'est le choix que j'aurais fait par la suite. Rentrer en désobéissance civile. Et c'est Enfance libre, avec Marjorie et Ramine, et ainsi que d'autres familles au début, qui ont pris cette décision de ne pas accepter les règles du jeu imposées et d'entrer en désobéissance civile. Dès la première année, j'ai beaucoup pensé à cela, mais j'avais de nombreuses peurs qui ont fait que j'ai quand même demandé l'autorisation pour ma dernière. Enfance libre a tenu bon, et merci à eux vraiment pour leur courage, pour leur persévérance, pour s'accrocher à ce qu'ils estiment être le plus juste et montrer le chemin à d'autres familles qui peuvent souhaiter suivre cette voie. Fin 2023, Marjorie et Ramine sont allés en procès et ont eu une condamnation de 500 euros avec sursis chacun. Ils ont décidé de faire appel à cette condamnation et à l'heure actuelle, ils instruisent toujours leur enfant. Cette condamnation ne les empêche aucunement d'instruire en famille. Le 9 janvier 2024, Mathilde et Thomas, qui sont parents de 3 enfants et qui ont toujours été en instruction en famille, ont également plaidé pendant une audience qui a duré une vingtaine de minutes et durant laquelle le couple a écopé de 300 euros d'amende avec sursis chacun. Alors, pendant ces audiences, les familles n'ont pas eu la chance de s'exprimer complètement, mais petit à petit, la lumière est mise sur l'absurdité de cette situation. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le fait que ce soit Marjorie et Ramine ou Mathilde et Thomas et d'autres familles encore qui ont fait ce choix de la désobéissance civile, c'était des familles qui étaient déjà en instruction en famille avant que cette loi ne soit appliquée. Ce qui signifie que concrètement, ils avaient pendant 2 ans la possibilité de demander l'autorisation et de l'obtenir sans souci, sans avoir à faire de projet éducatif, du simple fait qu'ils sont considérés comme des familles en plein droit. Pour autant, ils ont quand même choisi de rentrer en désobéissance civile et de lutter pour ce qu'ils estiment être le mieux pour tous. Et ça, je tiens vraiment à le saluer parce que très peu de personnes ont ce courage. Bien sûr, un tel choix a des conséquences, comme n'importe quel autre choix d'ailleurs. Par exemple, 4 familles en résistance se sont vues privées partiellement ou totalement des aides de la CAF. Une cagnotte de soutien a été mise en place pour les aider. D'autres familles vont passer devant les juges, 4 dans les 3 prochains mois. Un vrai combat est mené pour la liberté d'instruction de tous les enfants de France. Et plus nombreuses seront les familles à rejoindre ce mouvement, et plus elles auront le pouvoir d'arriver, de parvenir à retrouver ce droit si important pour tous. Parce que quand on n'a jamais été en instruction en famille, on pourrait se dire que l'on n'est pas concerné. Mais vous ne savez jamais. Que feriez-vous si votre enfant souffrait de harcèlement scolaire et qu'aucune solution n'était trouvée? Ou bien qu'il souffre de phobie scolaire? Ce ne sont que des exemples. Plus les familles seront nombreuses à se serrer les coudes et à choisir une autre voie, et moins la loi sera applicable. À mes yeux, tout a été très bien orchestré depuis le début. C'est une évidence pour moi, depuis les premiers moments. Déjà, quand l'instruction obligatoire a été abaissée à l'âge de 3 ans,
Je trouvais que c'était pas très net. Mais quand on regarde chaque annonce, chaque retrait des droits, la loi en elle-même, tout a été bien calculé pour entraîner à terme la disparition de l'instruction en famille comme ça avait été annoncé en octobre 2020. Donc la désobéissance civile ne correspondra bien entendu pas à tout le monde et ce qui est, je pense, important, c'est de prendre le temps de regarder quelle est la solution, le choix le plus approprié pour vous et votre famille. Quel risque êtes-vous prêt à prendre? Demander l'autorisation implique des risques. Le risque de se voir refuser ce droit et de devoir scolariser son enfant en école contre son gré. Partir en itinérance ou dans un autre pays implique des risques. C'est un énorme changement de vie. Tout le monde n'est pas prêt à cela. Et entrer en désobéissance civile implique des risques. J'en ai déjà parlé précédemment. Le tout est de voir ce qui vous correspond le mieux. Et peut-être envisagez-vous d'autres solutions que je n'ai pas abordées ici. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je veux bien vos partages en commentaire sur la décision que vous prenez et pourquoi. Parce que je suis certaine que ça va aider d'autres familles à mûrir leurs décisions. Tout choix dans la vie a des conséquences, bénéfiques et plus difficiles. Dans n'importe quel choix, il y a une part d'agréable et de désagréable. Le tout est vraiment de prendre sa décision en conscience, de ne pas faire certains choix pour les autres, par peur d'être jugé, mais de prendre ses décisions en famille pour ce que chacun estime être le mieux pour sa composante familiale. J'ai tenu à partager avec vous tout cela dans cet épisode parce que l'instruction en famille a une place très importante dans ma vie de famille. C'est un choix que nous avons fait depuis le début avec nos trois enfants. On nous demande d'ailleurs souvent pourquoi. Et je dirais que c'est tout simplement la suite logique de notre vie de famille. Nous avons fait du cododo, accompagné depuis le début nos enfants de la meilleure manière possible pour nous, porté énormément en écharpe. J'ai allaité également mes trois enfants pendant de nombreuses années. Nous avons fait ce qui est souvent appelé le maternage proximal, mais qui pour moi est juste normal. Nos enfants ont besoin de nous, tout particulièrement pendant leur première année de vie. Et jusqu'à leurs 3 ans, nous avons toujours été là pour eux. Ça ne faisait aucun sens que du jour au lendemain, ils soient envoyés dans une école du matin au soir et qu'ils passent de voir leur famille en permanence à voir leur famille rarement quand ils sont trop fatigués pour en profiter et qu'il y a trop de choses à faire en peu de temps pour s'occuper d'eux comme on le souhaiterait. Les devoirs, la douche, le repas, le ménage, brossage de dents et au lit. Ce n'est pas ce dont a besoin un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans et même au-delà de 3 ans, mais là je vous parle de 3 ans pour vous expliquer le moment où on a pris cette décision pour nos enfants. Un enfant de 3 ans n'a pas besoin de passer des journées entières auprès de 2 adultes qu'il ne connaît pas au préalable, entouré d'au minimum, en général, 25 enfants et même si c'était 20, ce serait déjà trop, loin de ses parents, dans un environnement dans lequel il ne peut pas avoir un endroit de repli facilement avec quelqu'un qui s'occupe de ses besoins comme il en a besoin, un environnement dans lequel on lui impose des apprentissages, qu'il le veuille ou non, eh bien, nous avons choisi l'instruction en famille dans le but de suivre les besoins de nos enfants, leurs besoins physiologiques, de sommeil, d'amour, de jeu. Parce qu'un enfant apprend le mieux dans le jeu, et encore plus dans ce qu'on appelle le jeu libre. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un épisode spécifiquement sur ce sujet. Nous avons suivi l'instruction en famille pour garder la liberté de respecter leurs besoins en termes d'apprentissage, les laisser apprendre à leur rythme, en mettant le nécessaire dans leur environnement, en observant leurs passions et en y répondant pour soutenir leurs apprentissages. Nous avons fait ce choix de l'instruction en famille pour tellement d'autres raisons encore, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que nous n'avons pas fait ce choix en voulant être contre un système, mais en souhaitant faire ce qui nous paraissait être le mieux pour nos enfants dans leur intérêt supérieur. J'espère que cet épisode n'aura pas été décourageant, parce que ce n'est pas le but vraiment, et je pense que nous avons toujours le choix, le tout étant de faire le meilleur pour soi et pour sa famille sans se laisser influencer. C'est un sujet qui pour moi est extrêmement important et ça fait longtemps que je souhaite partager à nouveau autour de cela. Alors si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode en ce moment, de réfléchir autour de l'instruction en famille, qui souhaite commencer ou continuer l'IEF, je vous invite à lui partager cet épisode et je vous souhaite surtout de tout cœur que les choses évoluent en France et que vous puissiez, quoi qu'il en soit, vivre l'école à la maison avec vos enfants comme vous le souhaitez.
Je vous dis à très bientôt dans De Cœur à Cœur et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail et je vous répondrai avec grand plaisir.